Philosophie bantoue du père Placide Tempels, chapitre 5, l'éthique bantoue, suite 4. La ténacité du Muntu dans la défense de son droit est la conséquence de son attachement à sa sagesse fondamentale et à sa philosophie. Les Bantous ont une morale dans la mesure de ce qui leur reste de philosophie. La conscience de leurs droits supérieurs est d'autant plus nette qu'ils ont pu acquérir et garder une notion plus claire et plus évidente du monde, suivant leur ontologie propre. Devant les sempiternelles palabres des Noirs, nous avons tendance à nous énerver et à perdre patience. Cependant, comment le Noir pourrait-il renoncer à cette attitude ? Plus sa pensée est haute et plus ses arguments se trouvent enracinés dans sa conception philosophique, dans sa sagesse et dans son comportement ontologique, et plus tenace sera-t-il, plus audacieux s'avancera-t-il pour la défense de son bon droit. C'est dans la défense de son droit que le non-civilisé apparaît le mieux en tant que personnalité, parce que son droit, tout comme sa religion d'ailleurs, repose sur l'essence intime de son humanité, sur sa conception du monde et sur sa philosophie. Pour le noir, renoncer à sa philosophie, c'est renoncer à la morale et au droit. Ces hautes obligations, fondées sur des principes inébranlables de sa philosophie et sur la conception qu'il a de l'humanité, conditionnent également le caractère sacré et la haute conscience qu'il a de ses droits. L'homme qui se borne à reconnaître dans son statut juridique de simples obligations civiles, économiques ou sociales ne pourra prétendre en droit qu'à de simples droits civils, économiques et sociaux. Chez le non-civilisé, on trouve la conscience inaltérée du caractère humain du droit, et l'on serait tenté de vouer un profond respect à la conception juridique de ce sauvage, tout au moins si lui-même pouvait avoir le respect pratique des droits de son prochain, au même titre qu'il en professe pour ses droits propres. Ce fier entêtement dans la poursuite et dans la conscience de son droit devient, à la lumière de cette meilleure compréhension de la mentalité des Bantous, une qualité appréciable de grandeur humaine. Il ne faut pas y voir plus longtemps une obstination imbécile de primitifs. B. L'homme bon ou mauvais, l'éthique subjective. Après avoir examiné les normes objectives du bien et du mal, ontologiques, morales et juridiques chez les Bantous, il convient d'examiner quel doit être pour le Muntu et du point de vue non civilisé le comportement humain en qualité d'individu, de membre de la société clanique ou du citoyen d'un ordre politique. Il nous faudra donc passer en revue les notions bantoues du devoir, de la conscience, de la faute et de la responsabilité. Quand et pourquoi le Muntu se sait-il et se sent-il bon ou méchant ? Quand et pourquoi le clan ou la société politique désigne l'un de leurs membres comme bon ou méchant ? Quels sont les degrés de la bonté ou de la méchanceté humaine ? Quelles sont, aux yeux de la communauté bantoue, les circonstances aggravantes et atténuantes de cette appréciation ? 1. L'homme pervers ou l'anéantisseur. Muloji Mfwisi Ndoki. Suivant les Bantous, il est en certains hommes une méchanceté sans rémission. C'est la méchanceté totale, superlative. Dans toutes les branches de la famille bantoue, le Muntu témoigne d'une terreur d'épouvante, d'une intense répulsion pour cette forme diabolique du mal. C'est le Buloji, en Kiluba, qui est pour le noir comme la perversion, la pourriture de son être. C'est une putréfaction dont émanent des spores, portant la contagion destructrice dans toute son ambiance, par une sorte de contagion ontologique. Le crime le plus crapuleux, la prostitution la plus cynique des lois sacrées de la nature, sont d'après les Bantous les œuvres destructrices, volontaires et conscientes du Buloji ou de la sorcellerie. Notre étude de l'ontologie nous a montré déjà qu'il n'est pas nécessaire pour ce faire qu'il y ait un recours à des procédés ou manigances magiques, ni même à aucun instrument externe. La seule force vitale pervertie,
suffit à sortir ses effets destructeurs en elle-même. Cette force corrosive peut être directement annihilante. Les Baluba nomment cette influence volontairement sacrilège qui porte atteinte à la vie, ce sublime don divin, du nom de Nsikani, volonté perverse. Il ne peut exister de raison suffisante pour justifier ni pour excuser pareille action des forces contre nature. Toute aversion, haine, envie, jalousie, médisance, voire la louange ou l'éloge mensonger, sont sévèrement désapprouvés en principe par les Noirs. À celui qui fait montre d'envie ou de haine, on adressera le reproche « Veux-tu me tuer? As-tu le boulodji dans le cœur ?» Toute volonté mauvaise, préméditée, est qualifiée de Nsinkani, et le vrai Nsikani, celui qui porte méchamment atteinte à la force vitale d'autrui, est synonyme de boulodji. Pareil boulodji est considéré comme un coupable au plus haut point par les Bantous. Il est coupable aussi en face de Dieu, dispensateur et conservateur de toute vie. Le Moulodji, portant atteinte à l'ordre naturel, au droit naturel et par conséquent au droit positif, est donc aussi coupable du point de vue judiciaire. La société exerce son droit de défense contre un semblable malfaiteur qui répand la destruction et la mort, qui provoque l'annihilation de l'être.